La campagne des régionales, la colère qui monte chez les policiers et puis les suites de l'affaire Air France qui fait couler énormément d'encre. C'est avec Jean-Jacques Urvoas qu'on va parler de cela ce matin, député socialiste du Finistère et qui est aussi le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Bonjour. Alors, il y a des petits soucis pour Claude Barthelone, qui est le président, oui, de l'Assemblée nationale, mais qui veut briguer la présidence du Conseil régional en Ile-de-France. Et puis, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Bobigny pour un emploi fictif. Il aurait pris la place de quelqu'un au Conseil général et à quelle personne devait faire un travail qu'il n'a pas fait, apparemment, peut-être. Votre réaction ? Non, aucune. Ou alors constater que les campagnes électorales sont propices à nourrir le rôle des tribunaux, enfin les ordres du jour des tribunaux, donc je pense qu'il y a peut-être un lien. Ouais. Et puis pour le reste, le meilleur service à rendre pour l'affaire et pour être président Barthelone, c'est surtout ne rien dire parce que la justice va faire son métier. Oui, on est dans l'ordre des boules puantes ou J'en sais rien, je constate, ça tombe au moment d'une campagne électorale, et après tout, il est président de l'Assemblée nationale depuis 3 ans. Mais vous qui êtes soucieux de la morale publique quand même, vous pourriez être inquiet. Mais je serai inquiet le jour où il y aura des investigations et que des preuves seront apportées. Ça ne peut pas l'empêcher de se présenter ? En aucune façon. Non, aucune façon. Non. La présomption d'innocence. Évidemment. Vous étiez au courant de ce dossier, auquel tout le monde présomption d'innocence auquel tout le monde va contribuer en ne commentant pas. Ça ne va pas arranger les affaires de la gauche, du PS avec la gauche de la gauche, qui est assez critique en Ile-de-France. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Il y a une campagne électorale, il y a la justice, chacun de son côté. Alors, la colère monte chez les policiers. Vous avez vu encore hier avec ce fait divers impressionnant en Seine-Saint-Denis également. Un policier qui est entre la vie et la mort. Et surtout, eh bien, le profil des assaillants qui laisse songeur. Quelqu'un qui a 24 ans, qui a des antécédents judiciaires longs comme le bras, plus d'une vingtaine de dossiers, et qui est classé en fiche S. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? D'abord, encore une fois... Les Français sont en droit d'être inquiets quand même, non ? Non, les Français ont le droit de savoir ce qui s'est vraiment passé. Oui. Et donc, du coup, il faut toujours être extrêmement prudent parce que personne n'a vraiment accès au dossier. Donc, les commentaires que vous pouvez faire, que je peux faire, sont sur la base de ce qu'on peut en lire sans qu'on ait aucune certitude sur la véracité. Si ce qui est dit est vrai, moi, j'en tire 2 conclusions. D'abord, il y a une radicalisation en prison, c'est une confirmation, ce n'est pas une information. Oui, parce que cet individu se serait radicalisé aussi au contact islamiste. Je ne suis pas certain que ces actes de criminalité organisée ou de banditisme aient un lien avec sa radicalisation. L'islamisme se nourrit souvent de l'argent. Oui, mais dans le cas d'espèce, vous disiez très justement, si encore une fois ce que vous avez dit est juste, que cet individu avait déjà des antécédents judiciaires et que les processus de radicalisation seraient donc plus récents. Donc il y a 2 choses. Il y a la radicalisation. Sur ce plan-là, je crois qu'il faut que l'administration pénitentiaire en prenne la mesure. Elle le fait. Est-ce que c'est le cas ? Elle le fait. Alors comment ? Évidemment, elle le fait d'abord en analysant le phénomène parce que, disons la réalité, ce sont des phénomènes que nous ne connaissons pas bien. Et donc il y a beaucoup de coopérations qui sont faites avec les universitaires et puis avec les pays étrangers qui sont confrontés comme nous à ce défi. Comment traite-t-on la radicalisation ? Est-ce qu'il faut rassembler ceux qui sont radicalisés dans un endroit ? Votre opinion là-dessus, tout le monde est un peu divisé. Justement, j'essaie d'être prudent parce que ce qui a été fait à Fresnes, en un cas d'espèce, l'individu était incarcéré à Fresnes, il y a une observation, il y a des travaux qui ont été conduits, il y a une inspection qui a rendu son analyse, qui ne conclut pas à l'exportation de la solution. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a comme autre alternative ? La bonne alternative, ça serait que chaque détenu soit effectivement individualisé dans sa cellule et qu'il soit sous observation. Mais vous avez aujourd'hui une surpopulation, il y a 11 000 personnes, donc c'est difficile. Donc on essaie de s'adapter. Sur le cas d'école ici, la radicalité a été repérée à telle enseigne, si ce que j'ai lu est vrai, que cet individu aurait été séparé de ceux avec lesquels il était, dont ai-je lu, l'un de ceux qui vient d'être expulsé du territoire national. Ça, c'est pour la radicalisation. Après, il y a quand même les failles du système judiciaire. Cet individu a une permission, il sort de prison, il ne s'est jamais représenté, c'était en mai 2015. Donc là, il y a quand même... Les affaires sont cumulées, quoi. Je veux dire, le nombre de... Je ne suis pas aussi excessif que vous. Non, mais on s'aperçoit qu'il y a des failles du système judiciaire. Je ne suis pas aussi excessif que vous. Il y a une autorisation qui a été donnée par un magistrat indépendant, un juge d'application des peines. Ils sont indépendants. Vous avez gentiment rappelé que je suis président de la commission des lois. S'il a une permission, ok. Il a une permission. Mais après, il n'est pas rentré. Eh bien, quand il n'a pas été rentré, le parquet de Meaux a lancé
une procédure. La direction centrale de la police judiciaire a été saisie d'une enquête préliminaire. Donc, l'individu était recherché. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus si ce n'est rechercher? Mais l'opinion publique, vous le savez, a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des gros faits divers comme ça, on s'aperçoit que les intéressés ça permet de dire à l'opinion publique que ce que l'État devait faire a été fait. C'est-à-dire que l'individu a été... les procédures de signalement ont été engagées, puisque la fiche S dont vous parlez, disons-le à chaque fois, le Figaro le dit sous la plume de vos journalistes, notamment de Christophe Cornevin régulièrement, la fiche S n'est pas un outil d'interpellation. C'est une fiche d'isolement, de repérage, de mise en alerte. Néanmoins, vous pouvez pas nier, il y a 15 jours, il y a un policier et une femme qui était accusée et condamnée d'ailleurs pour assassinat, qui ont été libérés. Alors là, on est un peu dans un autre registre, mais qui montre quand même des failles du système. Ils ont été libérés pour non-respect des délais raisonnables de la conduite de la justice, parce qu'ils avaient fait appel de leur condamnation. C'est parce que la justice, depuis des décennies, est un ministère qui n'a pas bénéficié du soutien financier que l'État devrait y consacrer. Mais le budget de la justice, il a doublé en 10 ans. Oui, et il est pour l'essentiel. Il est passé de 4 milliards à 8 milliards. 8 milliards. Principalement pour la pénitentiaire, d'ailleurs. Principalement pour la pénitentiaire et essentiellement pour des constructions que l'on appelle de partenariat public-privé, c'est-à-dire qui coûtent horriblement cher à l'État, puisque nous payons des redevances à des propriétaires privés. D'accord. Ce qui veut dire que sur les 8 milliards, vous en avez beaucoup qui sont dans la pénitentiaire, puis tous les autres, notamment l'exécution des peines, dont nous parlons à l'instant, c'est-à-dire que le suivi justement de ceux qui ont bénéficié de permission, eh bien, il y a 370 juges d'application des peines à ma connaissance dans ce pays. On a d'ailleurs annoncé, la garde des Sceaux l'a fait l'année dernière, 5 ans de recrutement. Ils ont quand même 1000 dossiers à traiter. Donc évidemment que on fait justement, on essaie d'avoir de la constance. Nous essayons de le faire depuis 3 ans. Nous allons continuer jusqu'au quinquennat. S'ajoute la réforme pénale de Mme Taubira, qui instaure la contrainte pénale, qui est très très gourmande, je dirais, en personnel judiciaire. Comment on fait? C'est impossible de faire cette contrainte pénale. D'ailleurs, les magistrats la prononcent peu. C'est pour des peines égales ou inférieures à 5 ans. Il y a 2 ans, quand ce projet est né, vous avez, beaucoup ont dit, pas vous, mais le journal dans lequel vous écrivez, que je lis avec toujours beaucoup d'intérêt, a donné la parole à beaucoup de députés de l'opposition qui ont dit le seul objectif de cette loi, c'est de vider les prisons. Nous sommes à 1 an après le vote de la loi. Avons-nous vidé les prisons? La réponse est non. Il y a 810 détenus de moins cette année au 1er septembre 2015 qu'il y en avait en 2014. Donc cette critique qui était portée n'a pas de fondement. Est-ce que la contrainte pénale produit ses effets? C'est trop tôt pour le dire. Il y a 600 000 condamnations pour délits, qui sont ceux qui sont visés par la contrainte pénale. Nous en espérions des contraintes pénales entre 8 000 et 20 000. On est aujourd'hui à 1 millier. C'est évidemment très loin de ce que nous espérons, mais les juges les magistrats commencent à découvrir l'outil. Et donc moi j'étais hier à une réunion de la PJJ, puisque c'était les 70 ans de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous en avons parlé. L'outil est utile. Faut-il vérifier maintenant? Vous êtes pour la contrainte pénale, sincèrement? Moi je suis contre. Quand vous voyez tous ces dysfonctionnements judiciaires, en voyant qu'on n'a pas assez de personnel... Ne mêlez pas de choses qui n'ont rien à voir. Non. La contrainte pénale, elle demande un suivi. La contrainte pénale est un outil à la disposition des magistrats. Aujourd'hui, je ne tire pas de conclusion parce que nous n'avons pas le recul suffisant. Nous n'avons que quelques mois. Et les magistrats nous diront, et la commission des lois fera le travail d'ailleurs avant la fin du quinquennat pour savoir est-ce que c'est utile ou pas. Si ce n'est pas utile, on supprimera. Alors, il y a eu des nouveaux chiffres de la délinquance ce matin. Alors, grande nouveauté, c'est l'INSEE qui donne ces chiffres. On a plutôt l'habitude du chômage ou de la croissance. Là, c'est la délinquance. Alors, pas toutes les délinquances. Et on s'aperçoit que, les vols, les homicides sont en baisse, mais les vols avec armes, à feu ou couteau sont en hausse de 10%. Les vols violents sont aussi en hausse. Les cambriolages aussi. Quel est l'intérêt de ces nouveaux outils qui ne recensent pas les viols et d'autres... D'abord, ça va nous permettre d'avoir des débats sur les causes et sur la manière de traiter la délinquance. Nous avions un débat sur le fétichisme des chiffres, la sincérité des chiffres. La structure qui publiait les chiffres, l'Observatoire de la délinquance et de la réponse pénale, n'était pas parée de toutes les qualités de l'indépendance. Ça n'est pas une critique sur les personnels qui y servent. Mais dorénavant, Manuel Valls l'avait souhaité comme ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve l'a appliqué. C'est un inspecteur général de l'INSEE, M. François Clanchet, qui est venu devant la commission des lois nous expliquer ce qu'allait être le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, les chiffres que vous évoquez ont été publiés sur le site de l'INSEE, c'est-à-dire que nous avons maintenant
enfin la garantie que ces chiffres sont sérieux. Ils mesurent quoi? Dans 9 domaines précis qui ont été décidés justement par ceux qui travaillent dans cette structure, 9 domaines qui ont été identifiés, ils mesurent sur les 3 derniers mois et ils mesurent sur la dernière année. Donc ils ont constaté, vous l'avez dit, qu'il y a des violences qui augmentent, mais il y en a aussi qui baissent. Il y a 18% de baisse, des homicides notamment, et puis par exemple sur les zones de sécurité prioritaire. Il y a d'autres formes de délinquance qui sont recensées autrement. Je ne sais pas si nous avons créé justement cette structure, si le ministre de l'Intérieur l'a créée, c'est justement pour laisser à l'INSEE la responsabilité de la catégorisation à laquelle il procède. Mais j'observe que dans les zones de sécurité prioritaire, là où l'État met une priorité avérée, les chiffres sont meilleurs. Sans langue de bois, il faut des poursuites pour l'histoire de Air France contre ceux qui ont agi ainsi contre Pour moi, la direction. le propre d'une civilisation, c'est ne pas faire appel à la violence pour régler les conflits. Donc quand il y a la violence, il faut évidemment que des poursuites soient engagées. C'était le talk de Jean-Jacques Urvoas qui nous a dit « Oh, l'affaire Barthelone, eh bien, elle ne fait que commencer. La présomption d'innocence s'impose, notamment en période électorale, et pas uniquement, mais en l'occurrence. Et deuxièmement, eh bien, il faut donner du temps à la contrainte pénale pour qu'elle puisse s'imposer. Et il reconnaît quand même eh bien, que la justice souffre depuis longtemps d'un manque de moyens importants pour eh bien, le suivi des peines et l'application des peines. Merci Jean-Jacques Urvoas.